aux questions pétrolières et à la géopolitique du pétrole, comme on l'appelle, avec Alexandre Andlauer à mes côtés en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, analyste financier chez Kepler. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Revenons quelques jours en arrière sur cette décision annoncée par l'OPEP+, mercredi dernier, donc avec une coupe de 2 millions de barils par jour affichée. Où est le rationnel de cette décision, selon vous, Alexandre, et quel est déjà peut-être physiquement l'impact de cette décision sur les marchés pétroliers? Alors, rationnel, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que les prix du pétrole ont fortement chuté, de l'ordre de 30 à 40% par rapport au plus haut qu'on a connu à la fin du printemps. L'ensemble des pays de l'OPEP ont quand même besoin d'un prix du pétrole aux alentours de $90 le baril. On était allé sous ce niveau-là. Donc ça, c'est la première chose qu'il fallait arrêter. Il fallait arrêter la baisse des prix du pétrole, montrer qu'il y a quelqu'un pour stabiliser les prix, voire les faire remonter. La deuxième, c'était de montrer que l'OPEP+, ça continue. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis que la Russie accompagne l'OPEP, donc l'OPEP+, ça a plutôt bien fonctionné sur les marchés pétroliers depuis plus de 3 ans. Donc il fallait montrer un peu de perspective, montrer que ce n'est pas terminé malgré la guerre. Et voilà, je pense que c'est ces deux éléments-là qui étaient vraiment importants. Je ne pense pas que c'était quelque chose contre les États-Unis, même si le calendrier finalement n'est pas très bon. Il ne faut pas oublier que aussi l'Arabie Saoudite, tout doucement, depuis quelques années, a montré aussi qu'elle diversifie un peu ses ententes. Elle est proche de la Russie, elle est proche de la Chine. Elle est donc moins dépendante des États-Unis et donc plus libre aussi de montrer un peu ce qu'elle peut faire. Ouais, le driver politique n'est pas l'unique driver de cette décision, si je vous comprends, Alexandre. Il y a quand même un rationnel pour le cartel à contrôler et à montrer qu'il est en contrôle des prix de marché. Oui, il ne faut vraiment pas oublier qu'ils avaient perdu la main pendant l'été. Avoir 30 à 40% de baisse, c'est significatif pour des économies qui sont 100% dépendantes au prix du pétrole. Elles ont besoin d'un prix du pétrole aux alentours des 90, c'est ce qu'on entend en fait. C'est pas 80. Moi j'entends souvent 80. Ouais, mais je pense qu'il y a de l'inflation aussi là-dessus. $10, ça compte quand même. Voilà. Mais oui. c'est 80 plus quoi. C'est plutôt du 90 Brent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des écarts de prix entre le pétrole à Dubaï et en Arabie Saoudite et ce qu'on a sur le Brent, mais c'est plutôt aux alentours des 90 parce qu'en fait ces pays-là aussi ont évidemment une inflation. Donc il y a une volonté de stabiliser les prix, pas forcément de les monter à 120, 130, 140. Je pense que si on devait arriver à ces niveaux-là, c'est quelque part qu'on n'a plus trop le choix, qu'on n'a plus les capacités. L'OPEP a aussi mentionné, enfin l'Arabie Saoudite, parce que c'est quand même eux qui ont fait quelque chose au final, qui veulent reprendre la main sur les capacités disponibles. C'est-à-dire effectivement, on a ce problème structurel sur le pétrole qui n'a pas assez d'offres. Et donc si les prix devaient remonter à un moment, on a ce coussin. Alors 2 millions de barils affichés. Au final, quand on fait les calculs, c'est plutôt aux alentours de 600 000 à 1 million. Tout simplement parce que l'ensemble de ces pays-là étaient déjà loin des capacités de production annoncées. Et donc, on n'était pas du tout au niveau... Il y a plusieurs pays au sein du cartel qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs de production qui leur sont fixés. C'est d'ailleurs la majorité. La majorité. C'est d'ailleurs la majorité. Les pays qui sont en capacité de monter la production, c'est les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite principalement. Ouais. Au regard de ces objectifs pour l'OPEP+, qu'est-ce que vous dites de la taille de la coupe? Alors effectivement, 2 millions de barils affichés par rapport au quota officiel, mais si on prend en compte la réalité de la production, vous dites la coupe, elle est plutôt de 600 000 barils par jour, c'est ça, Alexandre? Ce qu'on voit dans le consensus, c'est entre 600 000 et 1 million. Nous, on est plutôt aux alentours de 600 000. Quand on regarde pays par pays, c'est pas rien. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début de la pandémie. Ouais. Ça vaut quelque chose. On a l'habitude de dire dans un marché peu volatile que 1 million de barils par jour, c'est $10. Aujourd'hui, si on devait parier sur les 600 000 barils, on pourrait dire que ça peut avoir un impact de $6 sur les prix du pétrole. En tous les cas, à court terme, et il me semble qu'au moment où on se parle, on a dû atteindre ces $6 par rapport à la période avant les annonces de... Oui, c'est ça. Le marché a très vite fait son travail de ce point de vue-là. Le marché avait intégré 500 000, le marché avait intégré un demi-million de barils avant cette annonce. Le 2 millions, c'était un peu pour montrer qu'il y a une décision forte qui a été prise. Je rappelle aussi
que c'est la première fois que tout le monde se rencontrait à nouveau à Vienne. Oui. C'était une In première. person, en physique. En physique, et ça s'est plutôt fait à la fin. C'est-à-dire, c'est pas du tout prévu un mois à l'avance ou une semaine à l'avance, c'est fait quelques jours avant. Donc oui, il y a quelque chose de fort. Et c'est aussi le lien avec la Russie qui a voulu être mis en avant et qui évidemment embête beaucoup l'administration américaine. Ce qui m'a marqué autour de cette décision de l'OPEP+, c'est que la veille, le patron de Saudi Aramco s'est exprimé. Ce qui est quand même pas rien, j'imagine, dans la balance, Saudi Aramco étant la compagnie pétrolière saoudienne. Pour alerter sur le fait que le marché, les opérateurs, se focalisaient sans doute trop, selon lui, sur la faiblesse potentielle de la demande, le risque de récession, le ralentissement économique, etc. Alors que pour lui, le vrai sujet, comme vous l'avez dit, ça reste un sujet de capacité et d'offre structurelle à long terme. Et que donc, attention, quand on veut trop rabaisser le niveau de production dans le monde aujourd'hui, avec déjà des États qui ont du mal à atteindre leurs objectifs, parce que ça peut créer quand même un déficit d'offres supplémentaire au-delà des quelques semaines, quelques mois qu'il faut gérer. Alors, c'est évidemment ce qu'on voit sur le marché. C'est-à-dire qu'on a un problème structurel d'offres. Après, reste à voir, et je ne suis pas convaincu par rapport à ça, si les prix du pétrole élevés vont entraîner une hausse des investissements. J'y crois pas, on ne le voit pas pour l'instant. Dans le pétrole ? Dans le pétrole, on le voit dans le schiste. Le schiste, c'était le pétrole, le schiste, c'est là où il y avait beaucoup une réactivité très forte sur les investissements. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus parce que les investisseurs n'en veulent pas, parce qu'eux aussi ont de l'inflation, qu'on n'a pas envie d'investir en haut de cycle, parce que les private equity qui les financent, qui les finançaient, elles ont des taux d'intérêt, comme vous le savez, beaucoup plus élevés. Donc, je ne suis pas sûr que cette hausse de prix puisse servir à investir plus. Elle va servir potentiellement à faire baisser la demande à un moment. Encore faudrait-il qu'on ne subventionne pas forcément les prix à la pompe, si on peut le comprendre socialement. Donc oui, on a un problème structurel. Oui, on va à un moment voir des prix du pétrole beaucoup plus élevés, sauf si, forte récession. Comme rappeler la nature de la baisse qu'on a vue. Pourquoi on a eu cette baisse ? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est une baisse de la demande en Chine à cause de la stratégie zéro Covid. Oui. Deuxième, c'est qu'on a le pétrole russe qui a continué d'être produit. Donc on n'a pas vraiment vu de baisse de production. Mais en face, on a déjà les États-Unis qui ont déversé 200 millions de barils de pétrole sur le marché avec leurs réserves stratégiques. Donc on a eu quelque chose qui a plus qu'été compensé pendant toute cette période-là. Et on a eu effectivement la hausse des taux avec des craintes. C'est plutôt des craintes qu'une vraie baisse, parce que la baisse de la demande, on ne la voit pas encore. Donc ces trois facteurs, finalement, qui sont arrivés très vite, ont entraîné la baisse. Ce n'est pas parce qu'on a eu plus d'offres. Donc le problème a juste été décalé. Et on a l'impression qu'on va avoir des cycles, une volatilité très forte, avec des cycles sur le pétrole qui peuvent aller de peut-être 70, c'est le nouveau point bas, et peut-être 150 à 200 pour des points hauts. Mais finalement, on peut les voir plusieurs fois parce qu'en fait, le pétrole, l'offre ne va pas revenir. Les cycles d'investissement, c'est 4 ans, c'est trop tard. Donc, il va falloir systématiquement aller faire baisser la demande. La question est à quel niveau de prix on fait baisser la demande. Pour l'instant, on ne le sait pas. La décision de l'OPEP+, alors même s'il y a un rationnel économique ou un rationnel de prix de marché derrière cette décision, a été vécu comme un affront par Washington, Alexandre. Comme on ne l'a pas vu depuis longtemps quand même dans la relation entre Washington et Riyad. Je pense que les relations en ce moment sont très froides. Elle l'était déjà devenue avec l'élection de Biden. On sait que le prince d'Arabie Saoudite et Trump étaient plutôt proches. Ça a changé avec l'élection de Biden. On sait aussi que sur les 10 dernières années, les relations ont un peu changé parce qu'il y a eu plus d'indépendance de la part de l'Arabie Saoudite. Là, c'est effectivement le calendrier qui pose souci et aussi le fait d'avoir déversé, comme je l'ai dit, un tiers des réserves stratégiques, alors que finalement, l'Arabie Saoudite et l'ensemble de pays de l'OPEP vont faire remonter les prix à la pompe aux États-Unis. Donc, on ne sait pas trop comment les Américains peuvent répondre. Alors, d'un point de vue purement pétrolier, il n'y a pas grand-chose à faire. Continuer de déverser les stocks de réserves stratégiques, mais on a déjà utilisé un tiers, oui. On a utilisé un tiers. Le marché voit quand même qu'elle baisse, donc l'impact peut être limité aussi à un moment. En Iran, on ne croit pas qu'un deal puisse se faire à très court terme. Au contraire, on peut redonner un peu de flexibilité en Venezuela, mais on parle de 100 à 200 000 barils de production. Et les acteurs de schiste, finalement, ils ne vont pas répondre à
à des données politiques. Ils regardent leur rentabilité, ils ont des actionnaires en face, c'est pas le politique qui décide. Donc sur le pétrole, marge de manœuvre très limitée. Il va falloir chercher ailleurs une politique étrangère un peu plus vaste que celle juste liée à l'énergie. Dans une réflexion prospective, est-ce qu'on peut imaginer des mesures un peu plus coercitives de la part des États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent garder leur pétrole pour eux, limiter les exportations du pétrole et des produits pétroliers américains vers le reste du monde? Est-ce que c'est une option? On sait qu'il y a une loi qui n'a jamais été promulguée, qui est la loi NOPEC. L'idée de pouvoir attaquer en justice pour des questions antitrust le cartel pétrolier qui est l'OPEP, qui reste protégé d'une certaine manière aujourd'hui sur le plan de la justice américaine en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer à terme un cartel d'acheteurs face au cartel des pays exportateurs? Comment on réfléchit à ces questions sur le moyen long terme, Alexandre? Sur la première, effectivement, on peut limiter les exportations de produits pétroliers. Très non coopératif pour l'Europe. Hein. Oui, évidemment. Bien sûr. On voit déjà que d'ailleurs sur le gaz, ça pose des problèmes parce que le prix du gaz est très élevé pour les exportations américaines vers l'Europe, mais c'est le marché. Eh oui. C'est le marché qui est comme ça. Alors, toutes ces manœuvres-là vont jouer peut-être à 1 ou 2 dollars, donc ça ne va pas changer l'ordre de grandeur aux États-Unis. Et je rappelle que c'est très compliqué parce qu'il faut un certain type de pétrole pour un certain type de raffinerie. Tout ça, c'est des milliards d'investissements. Donc, il y a un coût efficacité de la mesure qui n'est pas évident de ce point de vue-là. Ça ne sera pas efficace. Alors, ça peut être une annonce politique qui fait du bien, mais ça ne va pas changer fondamentalement le prix à la pompe des Américains. Le deuxième, sur tout ce qui est mettre en place des politiques contre l'OPEP, je pense que ça arrive un peu tard. Hein. Ça arrive un peu tard parce qu'on disait tout à l'heure, quelque part, ces acteurs-là ont une production en déclin. Ce deal de l'OPEP, s'il ne se faisait pas là, de toute façon, on allait voir que la production n'allait pas pouvoir monter. Ouais. Donc, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau aujourd'hui. Ça aurait pu être fait avant. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça a encore beaucoup de sens à cause de ces sous-investissements-là. Après, une fois de plus, il faut voir dans quelle mesure ça peut faire peur. Moi, je vois beaucoup comme d'indépendance de l'Arabie Saoudite depuis 10 ans. C'est plus la même chose que ce que j'ai vu en 2010. C'est vraiment différent. Et sur les achats, c'est limité déjà. S'il y a une volonté de limiter à un moment le prix du pétrole russe, ça correspond quand même à l'idée qu'il y a un cartel d'acheteurs qui dit, moi, au-delà de ce prix-là, j'achète plus. Est-ce que ça peut contrebalancer ou équilibrer le rapport de force de manière différente? Pareil, je trouve que c'est compliqué parce que les plus gros acheteurs aujourd'hui en termes de croissance, c'est l'Asie, c'est l'Inde et la Chine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver une solution avec eux quand on voit d'ailleurs que le pétrole russe est très acheté par l'Inde. Hein. C'est quand même ce pays qui a le plus pris de pétrole russe depuis le début de la guerre. Pareil en Chine. Donc c'est eux qui ont encore l'ensemble de la croissance de la demande. Après, sur le pétrole, c'est plus compliqué que sur le gaz, parce que vous avez plein de pétroles différents, de qualités différentes, et il en existe 1000. Vous avez les produits pétroliers, diesel, essence. Ça serait plein de petits cartels mis bout à bout. Donc ça me semble beaucoup plus compliqué que sur le gaz. La meilleure réponse, c'est de moins consommer. C'est finalement là la plus grande ressource, mais on fait l'inverse. Je le comprends une fois de plus socialement, mais on vient aujourd'hui subventionner le prix à la pompe dans beaucoup de pays, en l'occurrence en Europe. Je pense qu'on a des prix à la pompe plus élevés, on aurait moins de demandes et on arriverait à rééquilibrer le marché plus facilement. Mais ça, c'est une notion économique et pas du tout sociale. Oui, il va falloir du temps. Alors, la substitution s'accélère quand même à travers la question de la souveraineté énergétique européenne. Quand même, on peut dire que le calendrier s'est accéléré depuis de ce point de vue-là, Alexandre. Mais il y a quand même quelques années, effectivement, où la dépendance va être encore très forte. Je pense qu'il y a une décennie encore. Une décennie. Le meilleur exemple, c'est la Norvège. La Norvège, plus de la moitié, il me semble, du parc automobile est électrique. La demande pétrolière n'a pas tant baissé que ça, parce qu'il y a toute l'industrie, il y a de l'inertie sur les voitures existantes. Non, je pense que c'est une décennie. C'est pour ça que je crains qu'on ait des cycles violents sur le pétrole qui ne va pas s'arrêter. Pour rééquilibrer le marché, la seule façon de rééquilibrer quand vous n'avez pas d'offres supplémentaires, c'est de faire baisser la demande. Comment vous faites baisser la demande? Soit vous avez une récession hors pétrole, soit c'est une récession qui est créée
par le prix du pétrole. Oui, et on en est peut-être loin, effectivement. Le seuil de douleur est peut-être pas là. Et puis la baisse de 30% du pétrole et des prix à la pompe aux États-Unis au cours de l'été a redonné, en tout cas pendant quelques mois, de l'oxygène et du pouvoir d'achat aux ménages américains. Et c'est aussi là où, pour l'instant, l'administration Biden s'en sort pas trop mal, parce qu'on est encore loin des niveaux élevés qu'on a connus. Le prix du pétrole rebaisse un peu aujourd'hui. On pense que le marché a déjà intégré cette décision. Le marché est structurellement déficitaire, donc il y a d'autres choses à intégrer encore. Et peut-être pour les élections de mi-mandat, finalement, cette hausse sera contenue et peut-être qu'elle va un peu apaiser l'administration Biden. Cette décision de l'OPEP+, elle appelle... Qu'est-ce qu'elle appelle comme type de décision à l'avenir ? Enfin, c'était un one-off pour, comme vous dites, d'une certaine manière, prendre acte du fait qu'il y a un problème de capacité de production et qu'il faut à un moment être réaliste sur la capacité de production globale du cartel, ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres décisions spectaculaires On peut imaginer d'autres décisions, parce qu'Abdulaziz Bin Salman, il est là pour montrer qu'il a la main sur le marché. Quelque part, il ne pouvait pas ne rien faire face à une baisse de 30 Comme une banque centrale, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Évidemment, ils étaient obligés d'agir. C'est plus les Américains, on se demande comment est-ce qu'ils vont gérer leurs réserves stratégiques. Est-ce que ça va être du trading ? Quand le prix du pétrole est sous les 70-80, on achète, on remplit les capacités au maximum. Et si on monte à plus de 100, on apaise. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu avant. Mais on va avoir un acheteur quasi permanent, parce qu'il va falloir reconstituer ses réserves stratégiques. Exactement, et c'est pour ça qu'on pense qu'à un moment, le nouveau point bas sur le prix du pétrole est beaucoup plus élevé. Et le point haut, il va dépendre d'à quel niveau la demande commence à être impactée. Oui, ou pas. Et si la Chine rouvre ? Et si la Chine en termine avec son zéro Covid ? C'était une réflexion du patron de Saudi Aramco, justement, quand il parlait des problèmes d'offres structurelles. Et si au lendemain du congrès du Parti communiste chinois, la stratégie zéro Covid évolue ? On a vu sur le prix du gaz qu'il n'y avait pas vraiment de limite. On a connu des prix sur le gaz en Europe à plus de 500-600 $ équivalent baril. On ne sait pas si c'est 650 c'est suffisant. Alors, il ne faut pas oublier qu'avec la parité euro-dollar, l'impact est beaucoup plus en fort. Euros, bien sûr. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a entre les produits pétroliers, c'est-à-dire entre le diesel et le pétrole brut, pareil, l'écart s'est fortement augmenté. D'ailleurs, le prix à la pompe qu'on a payé au mois de mars-avril, c'était un équivalent 150-170 $ le baril. Donc il y a aussi ces facteurs-là, mais oui, rien ne dit que c'est 150 qui va suffire pour faire baisser la demande. On peut peut-être aller sur un baril à 200, voire plus, comme ce qu'on a connu sur le gaz. Mais une fois de plus, on risque de voir ces scénarios-là ces prochains mois, ces prochaines années. Ouais, avec un retour des cycles. L'idée quand même que les cycles macro reviennent, que le cycle pétrolier revienne également. Sur le pétrole, en termes de prix, voilà. Sur le pétrole, il avait aussi un peu disparu parce qu'il y a eu ce choc technologique qui a fait que le schiste a apparu tout d'un coup et a cassé ce cycle-là. Mais maintenant, le pétrole de schiste est revenu un peu comme le pétrole conventionnel. C'est plutôt la croissance est beaucoup plus faible. Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage en profondeur sur les questions pétrolières du moment. Alexandre Andlauer qui est avec nous en plateau pour Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, analyste chez Kepler.